Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon premier point lecture pour le mois de septembre. Aujourd'hui je vais donc vous parler de 8 romans ainsi que 3 titres graphiques et c'est parti. Ma première lecture au mois de septembre ça a été Ravage par René Barjavel. C'est un titre que j'ai découvert dans sa version audio et je l'ai trouvé plutôt bien faite. Dans Ravage, on est dans un livre qui se passe en 2052, dans lequel on va suivre plusieurs personnages, une femme qui rêve de devenir une vedette et qui est en bonne passe de le devenir, ainsi que plusieurs hommes qui gravitent autour d'elle et qui sont plutôt ambitieux. Ils vivent dans un Paris hyper technologique et il faut savoir que René Barjavel a écrit ce livre dans les années 40, donc forcément c'est hyper technologique par rapport à ce qu'on imaginait de l'époque. Mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes et qui sont plutôt bien vues. Ils vivent donc dans cet univers-là avec des grands désirs pour l'avenir, jusqu'au moment où va subvenir un énorme effondrement dans lequel toutes les technologies vont arrêter de fonctionner. Leur univers repart donc à zéro et nos différents personnages se retrouvent vraiment à essayer de survivre dans un contexte post-apocalyptique. Donc voilà, on a vraiment une première partie du récit qui est hyper technologique, très science-fiction futuriste, et puis une suite qui se rapporte plus à de la dystopie avec un côté survivaliste. J'ai plutôt bien aimé la première partie, mais la seconde partie un petit peu moins. Aussi parce que comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai vu beaucoup de dystopie à une époque et maintenant c'est plus forcément ce qui me parle et ce qui m'attire. Donc voilà, même s'il y avait des choses intéressantes, il y a également certains aspects par lesquels on sent que c'est un petit peu ancien en termes d'écriture et du coup qu'il y a certaines pensées etc. qui sont un petit peu datées. Du coup je peux pas dire que ça a été une mauvaise lecture non plus, mais je peux pas non plus dire que ça a été particulièrement une bonne lecture. J'ai d'autres titres de René Barjavel dans ma pile à lire, j'en avais également déjà lu d'autres qui m'ont plus convaincue, donc voilà, je continuerai à le découvrir, mais c'est pas ce titre-là que je vous recommanderais en particulier. Ensuite, j'ai lu le roman Les Amants du Lutetia par Émilie Frêche. C'est publié aux éditions Albin Michel et c'est un titre que j'avais reçu de leur part. Dans ce roman-là, on va suivre un couple de publicitaires très renommés qui décident de se donner la mort dans une des suites de l'hôtel Lutetia, alors qu'ils sont âgés d'environ 80 ans. On va suivre ensuite l'histoire de leur fille et de leur petit-fils. Leur fille comprend pas forcément l'acte de ses parents et on va découvrir à travers elle la relation qu'elle avait avec ses parents, une relation qui est vraiment très distante et on peut pas dire que c'était des parents très modèles, c'était des personnes très appréciées du public mais pas forcément de leur famille, pas très proches de leur famille. Et puis de l'autre côté on suit leur petit-fils et lui le petit-fils va apprendre des choses complètement d'une autre manière et va se lancer de manière très active sur Instagram avec un compte qui va parler finalement de réflexion autour de la fin de vie, autour du suicide assisté, etc. Donc on voit vraiment comment les deux personnages vont partir complètement dans des directions opposées. Elle essaye de comprendre pourquoi ses parents ont fait ça, de comprendre qui étaient ses parents, pourquoi est-ce qu'elle avait une relation aussi distante avec eux, et puis lui de son côté qui va un petit peu plus politiser et médiatiser leurs gestes et essayer d'en faire un petit peu des figures exemplaires finalement à travers leur dernier acte également. C'est un titre que j'ai plutôt bien apprécié, mais il m'a manqué d'un petit quelque chose. Je m'attendais à être un petit peu plus embarquée dedans, peut-être aussi un petit peu plus touchée. Surtout qu'au final, ce qu'on va apprendre sur le couple de publicitaires, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le Lutetia, etc. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais au final, ça n'a pas forcément été une lecture tellement marquante pour moi. J'ai passé un bon moment avec, mais ça s'arrête un petit peu là. Ensuite, je vais passer à l'une de mes meilleures lectures du mois de septembre et il s'agit du roman This Is Not a Love Letter par Anouk Filippini. C'est un titre que j'ai lu en version audio puisqu'il est sorti en simultané en version papier chez Ozu et en version audio lu par l'autrice. Les deux versions étaient disponibles sur Nextory et je me suis laissée tenter par la version audio et je dois dire que c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, dans lequel j'ai trouvé plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Dans ce récit-là, on va suivre Lou, c'est une jeune fille qui est passionnée de surf. Le récit se passe à la fin d'un été dans le Pays Basque. Et Lou attend désespérément l'arrivée de José, sa meilleure amie, et elle décide de communiquer avec elle à travers des lettres qu'elle met dans une boîte aux lettres qui est au fond du jardin. Et on comprend qu'il s'est passé certaines choses, elle vient de rater son bac, voilà, on n'a pas forcément tous les éléments, mais elle semble un peu comme enlisée dans tout ça. Jusqu'au moment où Inigo, qui est le fils de la locataire qui ne paye pas, comme elle l'appelle, puisqu'en fait ses parents possèdent une dépendance au fond de leur jardin dans lequel va résider une amie de ses parents, et cette amie est venue avec son fils qui s'appelle donc Inigo, et ce fameux Inigo va demander à Lou si elle peut lui donner des cours de surf parce qu'il aimerait progresser dans le domaine et que Lou est quelqu'un d'assez doué. Lou va se lancer là-dedans et va finalement écrire en fait des règles qui sont à la fois des règles du surf et des règles du sexe, qui vont lui permettre de parler de plein de sujets différents. C'est un titre qui parle énormément de consentement, qui parle également du fait d'apprendre à se connaître soi-même, qui remet vraiment en question plein de dictats un peu classiques sur la sexualité, qui casse un petit peu le mythe des préliminaires vs la première fois, avec la première fois qui serait forcément la première pénétration, donc sur un rapport très hétéronormé, etc. Voilà, c'est vraiment un titre qui remet en question tout ça, c'est une écriture qui est très moderne.
Comme je vous ai dit, c'est un titre qui finalement nous emmène vraiment sur autre chose. Je mets quand même un trigger warning par rapport à tout ce qui est du domaine du harcèlement. C'est des thématiques qui arrivent assez tôt dans le récit, en tout cas on comprend que Lou est vraiment mise à part. En tout cas c'est un titre que pour ma part j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai adoré suivre Lou et Inigo, je les ai trouvés vraiment très touchants. J'ai trouvé que c'était un récit qui était plein de surprises et la version audio est vraiment très bien faite. Vous l'aurez compris, pour moi c'est un sans faute. Ensuite, je me suis lancée dans Les Chants de Nuying par Émilie Carbalek. Je vais pas vous en parler trop en détail puisque je vous en avais déjà parlé dans un vlog et puis je vous en ai reparlé récemment dans ma vidéo sur les finalistes du PLIB. On est sur un titre de science-fiction qui se passe à peu près dans les années 2500, dans lequel une expédition va être montée pour rejoindre la planète Nuying, puisque c'est une planète dont on sait qu'elle possède pas mal de capacités qui sont propices à la vie, avec de l'eau, etc. Et également qu'il y a des chants qui ont été entendus et dont on cherche l'origine. Ce sont des chants qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on connaît des chants de baleines. Et donc nous on va suivre Brume qui est une scientifique qui fait partie de tous les membres embarqués dans cette expédition, dans ce long voyage qui va durer 27 années pour rejoindre la planète Nuying. C'est un récit qui est vraiment très bien écrit, que j'ai trouvé assez bien construit, avec vraiment 3 temporalités présentes et des ellipses entre chaque, puisqu'on a le départ qui est la préparation de la mission, ensuite une partie qui se passe sur le vaisseau et ensuite une partie qui se passe à l'abord et à l'arrivée sur Nuying. C'est un récit dans lequel finalement on va pas avoir énormément de réponses par rapport à la planète Nuying, c'est beaucoup plus un récit qui se passe au niveau spatial avec des réflexions, il y a tout un côté également théologique etc. qui apparaît dedans, plutôt que vraiment un côté d'exploration d'une nouvelle planète. Pour ma part c'est un récit que j'ai bien apprécié, je l'ai trouvé assez crédible, alors forcément c'est des choses qui se passent en 2500 donc on sait pas où on sera la science à ce moment là, mais j'ai trouvé globalement en tout cas que ça se tenait. En revanche j'ai eu un petit peu plus de mal avec la fin que j'ai trouvé peut-être un peu précipitée, ainsi qu'effectivement avec la partie un peu plus théologique qui arrive vers le milieu. Mais dans l'ensemble c'est quand même un récit avec lequel j'ai passé un bon moment, je suis contente de l'avoir découvert. C'est pas forcément un titre vers lequel je me serais tournée, je pense pas que je l'aurais découvert en dehors du PLIB, mais je suis contente de l'avoir lu. Ensuite je me suis lancée dans le roman Les Sirènes de Malibu par Taylor Jenkins Reid. C'est sa dernière traduction en français et c'est un titre que j'avais hâte de découvrir. Il est sorti maintenant en poche. Dans ce récit-là, on va suivre 2 temporalités, une temporalité qui va se passer sur une vingtaine d'années et une temporalité qui se passe sur une journée en août 1983. On va suivre l'histoire de la famille Riva, au départ la rencontre entre les 2 parents, l'ascension vers la célébrité du père qui devient un chanteur très célèbre et qui dans le même temps délaisse complètement sa femme et leurs enfants, et du coup la vie de son ex-femme avec leurs 4 enfants et comment elle essaye de s'en sortir. Pour la temporalité présente, on suit donc les 4 enfants Riva et plus particulièrement la fille aînée qui s'apprête à donner sa grande fête qu'elle donne tous les ans. C'est une grande fête dans laquelle se pâment toutes les célébrités possibles et imaginables, puisque Malibu est vraiment en plein essor et que la famille Riva a finalement fait fortune dans le domaine du surf. Les 4 enfants sont tous passionnés de surf et en vivent de manière différente. La fille aînée est mannequin, l'un des frères est champion de surf, son autre frère est photographe de surf et la petite dernière cherche un petit peu plus sa place dans tout ça mais est également une grande surfeuse. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce récit-là, c'est comment les relations sont tissées entre les différents membres de la famille Riva au fur et à mesure des révélations nombreuses qui vont leur tomber dessus au fur et à mesure de leur journée. Et c'est finalement un récit qui est plein de surprises et que j'ai trouvé vraiment hyper entraînant, j'étais complètement captivée dedans. Après je dois dire que c'est pas mon titre préféré, j'ai préféré les 2 autres récits, donc Daisy Jones and the Six et Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Pour ma part j'ai une préférence pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais malgré tout c'est un titre que je suis très contente d'avoir découvert et qui a lui aussi été une très chouette lecture. Ensuite j'ai lu un roman très célèbre qui a beaucoup fait parler de lui puisque j'ai lu The Love Hypothesis par Ali Hazelwood que j'ai découvert en format audio. C'est un titre qui part au départ d'une histoire de fake dating, donc de 2 personnes qui font semblant de sortir ensemble. En l'occurrence il s'agit d'une doctorante dans une université et d'un professeur d'université qui vont faire semblant de sortir ensemble. C'est pas son professeur à elle, c'est pour ça qu'ils décident quand même de le faire, même si ça paraît un petit peu limite. Mais ils ont tous les 2 des raisons différentes qui les amènent à faire semblant de sortir ensemble aux yeux des autres. Et forcément, bien entendu, c'est une romance, donc on comprend bien ce qui va finir par se passer entre eux. J'ai trouvé que les 2 personnages étaient vraiment très sympathiques à suivre, je les ai trouvés touchants, et j'ai bien aimé la relation qui se tisse entre eux, que j'ai trouvée très bienveillante et très bien faite. Donc voilà, franchement de ce côté-là, j'ai pas de reproche à lui faire. Par contre, c'est un titre que j'ai trouvé vraiment trop long. C'est un titre qui aurait, je pense, mérité pas mal de coupes. Il y a quelques quiproquos, etc. que j'ai pas forcément trouvé très nécessaires, qui concernent pas forcément le couple directement, mais plutôt d'autres éléments qui tournent autour, et ils m'ont pas forcément énormément passionnée. Et puis j'ai également relevé quand même quelques soucis, soit d'écriture, soit de traduction, qui m'ont un petit peu sorti du récit, qui m'ont un petit peu fait grincer des dents. Le premier qui est un truc assez bête en termes de traduction, mais en anglais la question ne se pose pas. Nos 2 personnages passent très tardivement du vous au tu, et je trouve ça pas très cohérent avec où ils en sont dans leur relation. Il n'y a pas énormément de scènes de sexe à l'intérieur du récit, il doit y en avoir peut-être 2 ou 3,
mais quelques-unes sont quand même assez explicites et même s'il y a des choses intéressantes dedans en termes de discours et en termes de mots qui sont prononcés, ça ne va pas. Notamment on va dire qu'elle est étroite ou encore qu'elle est presque vierge et pour le coup je trouve ça vraiment limite, je trouve qu'il est vraiment temps d'arrêter avec tout ce genre de choses. Si je mets ceci de côté, je dois dire que c'est quand même un récit avec lequel j'ai passé un bon moment, je suis contente d'avoir découvert ce grand phénomène, ça a été une chouette lecture pour ma part. Après je suis pas forcément sûre de relire d'autres titres d'Ali Hazelwood, j'y suis pas forcément fermée, mais j'en ressens pas forcément l'envie immédiate, ça a pas du tout été pour moi un coup de cœur comme ça a été le cas pour plein d'autres personnes, ça a juste été une lecture plutôt sympathique, ce qui en soi est déjà pas mal. Pour terminer côté roman, je vais vous parler de deux récits avec lesquels ça n'a pas forcément fait pour moi, mais pour des raisons très différentes. On va commencer tout d'abord avec La prophétie des sœurs serpents par Isis Labo Caberia. Celui-ci c'est un roman que j'ai décidé d'abandonner. Non pas que ce soit un mauvais livre, et franchement assez loin de là parce que je trouve que c'est un livre qui a plein de bonnes qualités, mais tout simplement c'est un livre dans lequel je n'arrivais pas à entrer, ça m'intéressait pas forcément plus que ça ce qui se passait en termes fictifs. J'étais très intéressée par tout le contexte historique qui était proposé par l'autrice, et d'ailleurs j'ai vraiment beaucoup apprécié lire tout son dossier historique qui fait les dernières pages, qui est quand même assez long à la fin du récit, mais le récit en tant que tel n'a pas réussi à me captiver. C'est un récit qui se passe en Martinique dans lequel on va suivre 4 jeunes femmes. On en a une qui vit à notre époque actuelle, une qui vient des peuples indigènes de la Martinique, une qui a été ramenée en Afrique pendant la traite des esclaves, et puis la dernière qui est venue de France également pendant la traite des esclaves pour servir notamment de main d'œuvre pour les grands propriétaires terriens. Donc nous on va suivre tous ces personnages là dans leurs différentes temporalités et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça permet vraiment de parler de l'histoire de la Martinique, c'est pas forcément ce qu'on connaît le plus. Après tout ça s'entremêle avec un petit côté également fantastique etc. et pour le coup c'est plutôt ça qui a pas su me captiver. Et puis même si j'ai trouvé que c'était un récit bien écrit, il y avait quand même pour moi un souci qui est qu'il y a beaucoup trop de notes de bas de page. Ça dépend des différents points de vue, mais pour certains, voilà. Par exemple pour celui-ci, on voit que le chapitre est vraiment très court et pour autant il y a quand même 5 termes qui sont expliqués en note de bas de page, ce qui fait que si on veut comprendre exactement de quoi ça parle, et bien à chaque fois qu'on commence à lire quelque chose, il faut redescendre en dessous, voir de quoi ça parle, revenir dans le récit, et je trouve que ça coupe vraiment trop en termes de rythme, surtout qu'ensuite à partir du moment où le terme est expliqué une fois, il n'est plus du tout expliqué dans le récit. J'avais pas vu mais en fait la page d'à côté c'est pareil, il y a également 5 termes qui sont expliqués. Je trouve ça bien que ces termes là soient présents dans l'histoire, mais j'aurais préféré qu'ils soient davantage intégrés au récit et pas juste qu'ils soient déposés avec des indications vers lesquelles on doit aller à chaque fois. Du coup c'est un récit dans lequel je commençais à pas mal traîner, ça faisait déjà quelques temps que je l'avais démarré et que je voyais que j'avançais pas en termes de nombre de pages, j'avais envie de passer à autre chose, donc voilà j'ai décidé de ne pas m'acharner dessus et de l'arrêter. Par contre j'ai lu le dossier pédagogique, c'était super intéressant, donc je suis pas forcément fermée à relire d'autres titres de l'autrice et c'est pas un titre que j'ai trouvé mauvais, c'est pas un titre que je vous déconseille du tout, mais voilà juste avec moi ça a pas fonctionné. Et pour terminer côté roman, un titre que pour le coup je pense que j'ai moins apprécié que La prophétie des sœurs serpents, puisqu'il s'agit de Layla par Colleen Hoover. À une époque j'appréciais énormément les titres de Colleen Hoover, j'en ai lu quand même pas mal de ceux qui sont sortis à l'époque, mais ça fait quelques temps que je suis plus trop tout ce qu'elle sort. J'ai lu il y a à peu près 2 ans son roman qui s'appelle Verity, qui est un titre qui mêle un peu plus thriller et romance. J'ai trouvé ça assez intéressant et j'avais vu passer quelque part que Layla était un petit peu dans cette même veine et du coup ça m'a donné envie de le découvrir. Sauf que le lien est quand même assez ténu entre les deux récits. Effectivement ici aussi il y a un petit côté un petit peu suspense, sauf que ce petit suspense est caché derrière une grosse romance paranormale et que c'était quand même très bizarre et très dérangeant. Dès le tout début du récit, je grinçais les dents, j'étais en train de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça, c'est vraiment trop bizarre. Et d'un autre côté je peux pas enlever au récit qu'il était hyper captivant, j'ai lu je pense à peine sur 24 heures, j'étais complètement aspirée dedans. Dans ce récit là, dans le prologue, on va suivre un jeune homme qui est en train de répondre aux questions d'un inspecteur et ces questions concernent sa compagne qui s'appelle Layla et on découvre très rapidement qu'en fait Layla pendant ce temps-là est attachée au lit à l'étage et qu'elle est enfermée dans sa chambre. Voilà. Du coup, à partir de là, forcément, on se pose plein de questions, on a envie un petit peu quand même de savoir comment est-ce que c'en est arrivé là. Surtout qu'on nous présente très rapidement les choses comme étant vraiment une romance, avec un coup de foudre entre 2 personnes, etc. Et du coup, clairement, c'est ce qui m'a fait tenir pendant tout le récit. Sauf que je dois dire que j'ai pas trop apprécié les explications qui sont fournies à la fin. On part vraiment sur quelque chose de très paranormal, avec des explications un petit peu étranges, etc. Et j'ai pas forcément trop accroché avec ces explications qui étaient proposées. Donc voilà, ça n'a pas été une très bonne lecture pour moi, je lui ai pas mis une très bonne note, malgré ça je peux pas lui enlever le fait qu'il était très prenant, mais c'est un petit peu sa principale et seule qualité. Après si vous n'avez jamais lu de titre de Colleen Hoover, je tiens quand même à préciser que c'est un titre qui est vraiment très différent du reste de ce qu'elle a fait. Pour terminer, je vais donc vous parler rapidement de 3 lectures graphiques. Tout d'abord, j'ai lu Les Mapmakers et La magie oubliée. C'est un roman graphique qui est publié chez Kinaï. Maintenant, il y a également un 2e tome qui est sorti et que je pense que je vais lire assez rapidement.
On est dans un récit dans lequel on va suivre une jeune fille, elle vit dans un coin un petit peu perdu, dans lequel la nature est en déperdition, la rivière s'est asséchée et le village également est sous la tutelle d'un groupe assez néfaste et dangereux. Ça se passe dans une époque qui est un petit peu difficile à situer, c'est plutôt dans le passé et il y a un côté qui fait plutôt penser aux États-Unis, mais je ne saurais pas forcément exactement comment situer tout ça. Notre jeune fille va tomber par hasard sur une cachette, c'est en fait une maison tout entière qui est cachée dans la forêt. Et à travers ça, elle va découvrir du coup les mapmakers et la magie qui existait à cette époque-là, comment est-ce que la magie en est partie et comment est-ce qu'elle peut devenir finalement une nouvelle mapmakers, donc une nouvelle cartographe pour rétablir toute cette magie, et on va la suivre du coup dans toute cette quête-là. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, j'ai trouvé que les dessins étaient par moments très jolis et par d'autres un peu moins. Je trouvais qu'en fait ils étaient vraiment magnifiques pour tout ce qui était des décors d'intérieur. Au niveau des personnages, je les ai trouvés bien faits également, mais par contre tous les décors dans la nature, je les ai trouvés assez basiques et un petit peu moins aboutis. Donc voilà, c'était une lecture plutôt sympathique mais pas forcément mémorable. Je l'avais emprunté en médiathèque, je suis quand même contente de l'avoir découvert. Ensuite, j'ai lu le manga L'étranger de la plage, qui est un préquel à la série qui s'appelle L'étranger du Zéphyr, qui est encore une série en cours qui en est pour l'instant à 5 tomes, mais en sachant qu'il y a eu une pause vraiment de plusieurs années entre le tome 4 et le tome 5. Dans ce récit-là, du coup, on est sur un récit MM, donc une romance entre deux garçons. Ils se rencontrent alors qu'ils sont adolescents et ils ont vraiment l'air d'être hyper jeunes, ce qui est très perturbant. Ensuite, on a toute une ellipse et puis finalement, l'un des deux va revenir sur l'île où il a rencontré l'autre et ils vont nouer une relation par la suite. C'est un titre qui comporte une scène explicite vers la fin, mais en dehors de ça c'est plutôt un récit assez mignon. Et puis il y a quand même quelques incompréhensions qui sont présentes entre eux et qui sont pas forcément hyper nécessaires. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa à lire, mais du coup je pense pas forcément que je continuerai avec L'étranger du Zéphyr. Ce tome-ci du coup c'est une introduction à la série, mais ça peut globalement aussi se lire comme un one-shot. On comprend sur la fin qu'ils sont amenés à bouger vers un autre endroit où se passera L'étranger du Zéphyr. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu en termes graphiques à quoi ça ressemble, on est là-dessus, donc c'est un trait qui est quand même assez classique. Donc bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais je m'arrêterai là. Et pour terminer, j'ai lu la bande dessinée qui s'appelle Je suis un dragon. C'est une bande dessinée qui est scénarisée par Adrien Thomas et c'est pour ça que je voulais la lire, puisque c'est un auteur de fantasy français qui est assez réputé et que j'aime bien pour ma part. Dans ce récit-là, je trouve qu'on retrouve vraiment la patte et les idées d'Adrien Thomas, puisque c'est un récit dans lequel il va de nouveau revisiter un petit peu toutes les codes de la fantasy. Ici, le dragon doit protéger la princesse pour ne pas qu'elle se fasse enlever par les chevaliers. Et du coup, nous on va suivre notre personnage principal qui, un matin, commence à retrouver quelques écailles sur sa peau, des yeux avec une fente au milieu, des ailes également qui commencent à lui pousser dans le dos et tout ce genre de choses. Et finalement c'est par une de ses profs de collège qu'il va apprendre qu'il est en train de devenir un dragon et qu'il y a une quête qui existe autour de lui. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que notre personnage principal c'est un adolescent assez classique, c'est pas du tout l'adolescent beau gosse ou quoi que ce soit, c'est un adolescent roux avec un petit peu de rondeur. C'est un récit qui va assez vite, mais c'est le format qui veut ça puisqu'il s'agit d'une bande dessinée de 56 pages qui peut se lire en tant que telle. Je trouve que c'est un récit qui est relativement complet, qui propose une fin en soi. Je sais pas si d'autres tomes seront prévus, en soi il pourrait y avoir d'autres aventures derrière, mais on a vraiment une aventure en tant que telle, donc je trouve ça plutôt sympa quand même d'avoir ce format là, même si du coup forcément ça veut dire que c'est une histoire qui va assez vite, ça fait partie du deal. En termes de dessin, je les ai trouvés plutôt sympathiques, donc voilà, dans l'ensemble ça a été une chouette lecture, je suis contente de l'avoir lu. J'ai bien aimé retrouver vraiment l'humour et les idées d'Adrien Thomas qui aime bien justement jouer avec tous les codes, et notamment tous les codes qu'on peut retrouver dans les littératures de l'imaginaire ou encore du jeu de rôle. En tout cas, vous l'aurez compris, ça a été plutôt une chouette découverte pour ma part. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou bien si je vous ai donné envie d'en découvrir. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!